Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bon, merci Jessica Giroux pour cette introduction à 3 heures d'émission sur laquelle on va travailler. On a travaillé. Bref, c'est vrai que ça va être ça. En fait, c'est pas juste... Jessica, c'est pas juste à Montréal. Hein? À 13 heures, on aura Catherine, qu'on a reçue à 2-3 reprises ici. Elle habite Longueuil. Et là, j'avais écrit comme intro, l'été, c'est la saison de l'amour et de l'itinérance et des vidanges et des odeurs. Et des odeurs, merci. Mais là, on va avoir des vidéos pour vous montrer ce qui se passe à Longueuil. Là, à Longueuil, là, t'es quand même en banlieue. Tu sais, la banlieue où tu te réfugies parce que t'es tanné de vivre en ville avec ce qu'on vient de voir. Les rues sales, les vidanges sacrées là de n'importe comment. Responsabilité partagée des citoyennes cochons de Montréal et aussi des cols bleus qui passent quand ça leur tente, ou quand ils peuvent, ou quand ils ont le temps, ou quand ils ont... Mais tu sais, s'ils finissent à 3h30 de l'après-midi, comme on a vu dans le parc en Grignon, où les toilettes publiques sont fermées à 3h30 de l'après-midi, puis à 5h30 le jeudi, vendredi, samedi, tu sais, qui gère la ville en fonction de quelle licorne illusoire auquel elle rêve la nuit pour établir des règles municipales de what the fuck à l'Hôtel de Ville de Montréal. Bref, il n'y en a pas. Tu cherches la logique, il n'y en a pas. Jean-Charles dit, tu cherches le plan, y a-tu un plan, il n'y a pas de plan, il n'y en a pas. Ça s'applique à la Ville de Montréal. Donc, on va parler à Catherine à 13h, résidente de Longueuil, parce que c'est revenu et on a vraiment, écoute, j'invite Tourisme Québec à écouter l'émission parce que si vous voulez attirer des touristes, c'est le genre de vidéos qu'on va faire circuler pour représenter la vérité vraie de ce qui se passe à Montréal et dans le Grand Montréal métropolitain. Tourisme Longueuil, Montérégie, regardez ça. Vraiment, c'est très invitant. À Montréal, on le sait. Là, à Laval, c'est pas mieux non plus. Hein? À Laval, j'ai vu aussi une fusillade au Carrefour Laval. Dont on n'a pas entendu parler dans les médias. Je vais en parler à Maxime Delan plus tard dans l'émission. Mais une fusillade au Carrefour Laval, où tu vas magasiner. Tu amènes tes enfants, tu vas au food court, tu manges tranquille. Éric Sauvé est un ancien officier des Forces armées canadiennes, consultant en sécurité et défense. Je le sais, à midi. Je parle juste de midi. Cybèle revient du Portugal. Elle revient de vacances. Elle est en... Es-tu en décalage horaire? Est-ce que c'est ton style de présentation au début, je pensais? Non, j'arrive. Ça, c'est midi 15. Éric Sauvé sera avec nous parler du Golden Dome de Donald Trump qui a volé à Ronald Reagan, qui voulait faire ça en 1983. Make America Great Again, c'était aussi un slogan de Ronald Reagan. Donald Trump fait du plagiat. Mais ça, c'est plus tard dans l'émission. Tout d'abord, on va parler de cette première trousse ado pour évaluation et intervention auprès des adolescents auteurs de violences sexuelles. Stéphanie Leduc est directrice générale du regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle. Ça s'appelle le RIMAS. Elle est avec nous. Madame Leduc, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. D'abord, cette trousse-là, expliquez-nous à quoi ça ressemble. Ça ressemble à 200 pages. Ah, donc, oui. c'est une trousse volumineuse. Dans le fond, c'est un guide des lignes directrices pour outiller les intervenantes là, qui travaillent auprès des adolescents qui ont commis des délits à caractère sexuel. Donc, c'est vraiment... cette trousse-là a été développée pour miser sur les meilleures pratiques pour procéder aux évaluations et aux interventions auprès de la clientèle jeunesse là, de 12 à 17 ans. Quand vous parlez d'intervenants, Mme Leduc, là, vous parlez de qui au juste? Là?
En fait, c'est ceux qui sont des intervenants qui sont spécialisés en délinquance sexuelle. Donc, au Québec, on en a, sont répartis un peu partout sur le territoire du Québec. Donc, il y a des ressources communautaires qui sont spécialisées pour rencontrer ces adolescents et adolescentes-là. Et donc, c'est des intervenants qui se spécialisent pour l'évaluation et pour l'intervention des jeunes adolescents. OK, je vous pose la question parce que je me demande, les directions d'école, les centres de services, les juges, je vais vous en parler plus tard, là, des juges, est-ce qu'eux autres devraient avoir accès à cette trousse-là juste pour avoir un plan de match devant ce phénomène? Ben en fait, par rapport à toutes les juristes, les personnes qui sont impliquées dans le processus judiciaire de ces jeunes-là, ce serait avantageux qu'ils puissent mettre la main sur la trousse, qu'ils puissent se la procurer, parce que non, elle n'est pas destinée à ces personnes-là dans un premier temps. Par contre, il y a beaucoup d'informations sur les outils qui sont utilisés, on appelle ça des outils actuariels, donc des outils qui nous permettent de prévoir ou en tout cas de voir, évaluer le risque de récidive et ça explique de quelle façon est-ce qu'on procède pour évaluer ce type de risque-là et ça peut être très éclairant pour les personnes qui travaillent, qui sont dans le processus judiciaire. Donc, c'est sûr que la trousse est destinée pour les personnes qui se spécialisent auprès de la clientèle adolescente, mais elle outille aussi pour l'organisation des services qu'on peut offrir à cette clientèle-là. Donc, les intervenants, par exemple, les intervenants des milieux scolaires peuvent trouver leur compte en se procurant la trousse, mais fait pas d'eux des intervenants spécialisés en délinquance sexuelle. Je comprends. Le thème de l'édition 2025, Mme Leduc, là, c'est repenser la vie sexuelle et affective des auteurs de violences sexuelles. Expliquez-nous le concept, là, parce que je vais vous dire d'emblée, les auteurs de violences sexuelles, j'espère que vous parlez aussi des victimes de ces violences-là. Ben, en fait, le titre que vous venez d'évoquer, c'est le titre de notre colloque qui se déroule actuellement à Thetford Mines. Donc, on est en colloque pour une durée de 3 jours. Nous, le regroupement, on regroupe les intervenants au Québec qui travaillent auprès de la clientèle adolescente et adulte qui ont commis des violences sexuelles. Donc, nous, on est vraiment centré sur les services qui sont offerts aux personnes responsables des violences sexuelles. Donc, notre colloque inclut différentes présentations pour toute personne qui travaille auprès de ces adolescents-là ou de ces adultes-là. Et c'est clair que nous, comme regroupement, on se positionne, c'est-à-dire qu'on fait partie de la lutte aux violences sexuelles parce qu'on adresse le problème à la source. Donc, et notre but, c'est le même but que les personnes qui travaillent auprès des victimes, c'est-à-dire d'éviter le plus possible qu'il y en ait des nouvelles victimes. Donc, on travaille pour la même cause, je dirais. C'est juste que nous, plutôt que de travailler auprès de la clientèle victime, on adresse le problème directement à la source, qui sont les personnes qui ont commis ces délits-là. Je comprends. Quand vous parlez d'infractions sexuelles, là, concrètement, Mme Leduc, là, les gestes posés, là, on parle de quoi à quoi? Là? Parce que ça peut être très large, hein? Oui, ben c'est un mot qui englobe vraiment plusieurs délits qui peuvent être commis. Ça peut être des délits. Pour la plupart, quand on va, nous, les personnes qu'on va rencontrer, c'est ceux qui ont généralement été judiciarisés, donc qui ont commis des délits qui sont criminels. Alors oui, on va parler d'agression sexuelle, d'exhibitionnisme, voyons, je cherche mes mots. Probablement qu'on n'en parle pas assez pendant le colloque actuellement. On en parle. En termes concrets, oui. Retransmettre des photos, j'imagine, ça fait partie de ça. Oui. Tout ce qui est pornographie juvénile en ligne, etc. Donc oui, ça inclut tous les comportements sexuels problématiques, inadéquats. Je disais que le RIMAS, ça existe depuis quoi? Pas loin de 30 ans. Je lisais « œuvre à la prévention des agressions sexuelles, réduction de la récidive ». Êtes-vous capable de me dire en 30 ans comment les choses ont changé, pour le meilleur ou pour le pire, là, face aux ados qui commettent des agressions sexuelles ou des infractions sexuelles?
Ben, c'est sûr que les chiffres sont préoccupants. Les chiffres démontrent, on peut voir une augmentation des délits qui sont rapportés. Parce qu'il faut faire attention, il y a à peu près seulement 5, tu sais, les statistiques qu'on est capable de sortir du ministère et tout ça, c'est la pointe de l'iceberg, là. C'est les délits qui sont rapportés à la police. Donc, puis on sait que ça représente à peu près 5% des délits commis. Alors, fait que c'est pas nouveau qu'on retrouve beaucoup d'agressions sexuelles qui sont commises par les adolescents et adolescentes. C'est une donnée qu'on connaît quand même depuis longtemps. Là où on se préoccupe davantage, c'est que là, il faut aller plus loin dans l'évaluation, l'intervention, la prévention qu'on fait des agressions sexuelles. Donc, si on remonte à 2017 où on a eu la vague de MeToo, hashtag moi aussi, bien, ça a amené une augmentation du dévoilement des situations d'agression sexuelle qui a été tout à fait positif et on veut que ça continue. C'est-à-dire qu'on veut encourager, oui, les victimes à dénoncer, mais aussi il faut responsabiliser les personnes qui sont à risque de commettre ces délits-là. Donc, quand on parle de prévention avant de commettre les gestes, on parle aussi de prévention pour éviter qu'il y ait une récidive. Est-ce que l'accès de plus en plus libre à la pornographie affecte la perception de la sexualité chez les ados? Ça peut l'affecter, mais en même temps, il y a tellement de messages qui sont passés à l'effet que de la porno, ce qu'on voit, c'est pas la réalité, dans le sens que c'est tout arrangé avec le gars début, Madame Leduc, quand vous voyez 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs de hockey à peine sortis de l'adolescence qui violent une fille dans un hôtel à la suite d'une victoire, puis eux autres, ils trouvent ça normal, les crapules. Il y a un problème dans la perception de ce qu'est le consentement et la sexualité. Absolument, mais il reste on peut pas faire le lien direct avec la consommation de pornographie, par contre. C'est juste là qu'il faut faire attention, dans le sens que oui, les jeunes, puis même les adultes, là, mais là, on parle des jeunes. Ouais. Les jeunes ont davantage... c'est plus facile d'avoir accès à la pornographie en ligne, ça, c'est clair, mais ça fait pas en sorte qu'on les vulnérabilise pour qu'ils puissent passer à l'acte. Parce que oui, on en voit plus de pornographie, c'est-à-dire c'est plus facile d'y avoir accès, mais en même temps, les messages de prévention, de sensibilisation sont là. Oui, mais c'est comme banalisé, c'est comme normalisé, là. Des violences sexuelles. Tu sais, je parle pas des sites de faufounes, là, mais quand ça dépasse l'entendement, quand tu vois bien que la femme est au centre, est victime de ce qui se passe, la perception des jeunes, ils n'ont pas la capacité de faire l'analyse de tout ça, là. Je suis désolé. Ben, des fois, on sous-estime leur capacité, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'évaluer si c'est acceptable ou non. Je pense que nos campagnes de prévention, nos programmes de prévention des violences sexuelles doivent aussi moduler ou modifier un peu leur message, c'est-à-dire qu'actuellement, oui, on va parler de consentement éclairé, etc., mais les messages sont principalement adressés aux personnes potentiellement victimes et très peu de messages sont adressés aux personnes qui peuvent avoir un potentiel d'avoir des préoccupations sexuelles problématiques. Donc, quand on parle de prévention, on dit aux victimes, là, je simplifie, mais on dit aux victimes, faites attention, dénoncez, parlez rapidement. Donc, on responsabilise la victime pour ce qu'elle peut peut-être vivre ou ce qu'elle a vécu, alors qu'on s'adresse rarement aux adolescents ou aux adultes qui ont commis des délits ou qui ont peut-être ces préoccupations-là. Et c'est là qu'il faut faire attention. On est comme gêné de s'adresser directement à eux. C'est comme si, puis souvent je prends l'exemple, quand on a un dégât d'eau, puis je fais juste mopper le plancher parce que mon bain coule, tant que je fermerai pas le robinet, je vais mopper longtemps. Ouais. À un moment donné, il faut l'arrêter, ce robinet-là. Non, je suis d'accord avec vous, puis s'il y en a un qui parle aux gars, puis moi, j'ai 4 enfants, j'ai 2 gars, 2 filles, là, puis les gars ont eu le discours de comment se comporter aussi, là, puis mais est-ce qu'on parle des conséquences des gestes posés chez les victimes et aussi pour les agresseurs? Parce que moi, mon problème, c'est de voir des jeunes commettre ce genre de gestes-là, puis de ne pas payer un grand prix pour ça. Oui, en fait, c'est sûr que si les jeunes, s'il y a eu un processus judiciaire, sont reconnus coupables, il y a un prix à payer. Ils payent un prix. Les travaux communautaires, Mme Leduc, là, j'ai pas vu un adolescent saigner du nez pour ça, là. C'est vraiment ridicule.
c'est sûr que, puis tu sais, vous savez, dans le rétablissement d'une personne, qu'elle soit adulte ou adolescente, la punition est importante, oui, mais ça fait partie, c'est un des éléments importants à considérer. Tout l'accès à des services spécialisés de traitement, là, est l'importance. On diminue, là, on peut parler au moins, on va diminuer autour de 40 le risque de récidive. Selon les études, ça peut aller jusqu'à 50 Donc, c'est un risque qu'on diminue de façon considérable. Alors, ça fait partie d'un certain type de prévention. Alors, si on fait juste taper sur les doigts des personnes qui ont commis les délits, il va passer un peu de temps en prison, réfléchir à ce qui s'est passé, réfléchir tout seul, sans accompagnement, il ne ressortira pas de là. Je suis d'accord avec vous, ça prend, mais d'abord des conséquences, d'abord une punition, puis après une thérapie. Mais on va pas sauter. Là, j'ai l'impression qu'on saute la punition. Comme tout de suite, on traite l'agresseur comme une victime, alors que c'est pas lui la victime, c'est celle qui a subi l'agression. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est important dans tout processus avec une personne responsable des violences, c'est de le responsabiliser. Alors, c'est cette personne-là qui est responsable de ce qui s'est passé, peu importe ce que lui ou elle se dit dans sa tête. Donc, toutes les distorsions qu'il peut avoir dans sa tête, c'est sur ça qu'on va travailler quand il vient en thérapie. Ouais. Donc, c'est normal que si un gars se fait arrêter parce qu'il a commis des délits sexuels, puis on lui dit, on jase tout de suite après la dénonciation, il va avoir son discours là va être assez surprenant, puis c'est choquant d'entendre ça. Mais c'est normal qu'il y ait ce discours-là parce que c'est ce discours-là. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est choquant? Qu'est-ce qu'il dit? En fait, c'est que, tu sais, moi, je suis pas tellement... Tu sais, des fois, ils vont se déresponsabiliser de ce qu'ils ont fait. Ils peuvent reconnaître, oui, ça s'est passé, mais parce que c'est comme c'est une erreur de parcours, tu sais, était peut-être un peu consentante la victime. Fait que, tu sais, il va avoir des excuses que lui va partager, mais c'est normal qu'il les ait encore, ces excuses-là, parce que il les a achetées, ces excuses-là, pour réussir à se permettre de passer à l'acte. Ouais. Donc, on se lève pas le matin et dit, moi, aujourd'hui, je vais aller agresser quelqu'un. Fait que non, avant d'en arriver là, il va s'être dit plusieurs trucs pour minimiser l'impact de ce qu'il va faire. Ouais. Donc, quand on rencontre ces personnes-là, ils ont ces distorsions-là, ces erreurs de pensée-là. Fait que c'est là-dessus que là, il faut travailler. Il faut les déprogrammer. Ça va juste... Ouais. Oui, il faut. Puis, tu sais, du traitement pour les personnes délinquantes sexuellement, c'est pas, ils viennent pas faire de la chaise autour de la table, puis dire, c'est un mal nécessaire, quand ça va être fini, je vais avoir fini. Non, c'est de l'implication. Ils sont 1 an, 1 an et demi, 2 ans en thérapie, à raison d'au moins une fois par semaine, des fois plus que ça. Alors, c'est un investissement, puis pas parce que tu es là que tu vas réussir, là. Ouais. Alors, c'est vraiment pris au sérieux. Oui, non, je suis d'accord avec vous, là. Faut les déprogrammer de ce qu'ils ont appris. Malheureusement, souvent de leurs parents ou de leurs proches ou de la culture ambiante, ça pose un problème. Madame Leduc, je suis un peu à court de temps, mais ce matin, le 28 mai 2024, il y avait une nouvelle dans la presse qui racontait l'histoire d'un juge de la Cour supérieure qui avait permis à un adolescent de 14 ans de retourner dans une école secondaire du Centre de service scolaire des navigateurs. Il avait été expulsé et transféré dans une autre école. Sa mère, pour des accusations d'agression sexuelle, de distribution de pornographie juvénile, sa mère s'est opposée à ça. Le juge était d'accord avec la maman. La maman dit c'est trop loin pour le garçon, même s'il y avait 20 autres élèves qui allaient à l'autre école, le même trajet de 20 km. Puis on a remis l'agresseur dans la même école, la même classe que ces deux victimes. Pour moi, ça pose un problème, ça. Oui, en fait, ce qui pose problème, c'est que dans les milieux scolaires notamment et dans d'autres milieux, mais quand il y a des situations d'agression sexuelle qui sont rapportées, le milieu scolaire est très, très peu outillé pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le ou la jeune. Il est obligé d'être scolarisé. De quelle façon est-ce que... Oui, mais là, le milieu scolaire, Mme Leduc, l'avait expulsé dans une autre école. Là, c'est le juge de la Cour supérieure qui arrive, qui dit non, ça se fera pas. Il va rester dans la même école. Mais ce juge-là, il a besoin de votre trousse, sacramouille.
il peut potentiellement avoir besoin de cette trousse-là. Puis, vous savez, on travaille en collaboration avec le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique à outiller davantage toutes les personnes qui font partie du parcours judiciaire pour mieux expliquer ce qu'il en est, mieux, encore là, outiller là, justement les juges, par exemple, de dire qu'est-ce qu'on fait avec ces situations-là, outre la peine à imposer. Donc, qu'est-ce qui peut être inclus dans l'approbation, quels gestes réparateurs peuvent être imposés, etc. Et comment on protège les victimes là-dedans? Comment on protège les victimes? Les deux victimes là, qui voient le petit baveux revenir à l'école. Moi, je pense à ces filles-là, là. Pas à lui, je pense aux filles. Absolument. Il faut avoir toujours au centre de nos préoccupations les victimes ou les victimes potentielles. Donc, c'est clair que ça, c'est la priorité à avoir pour tout ce qu'on fait. Donc, fait que c'est sûr que moi, je peux pas me positionner par rapport à la décision que vous me faites part là, du juge, mais il reste que pour toute personne qui intervient dans un dossier d'agression sexuelle, sa priorité, c'est la victime et son rétablissement. Ouais. Donc, écoutez, on se laisse là-dessus, là. Je vous laisse retourner à votre colloque. J'imagine, tu sais, il y a des gestes à poser. En tout cas, les gens qui nous écoutent, vous pouvez aller consulter le site du RIMAS, là, du regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle, pour avoir peut-être des conseils ou des indications, là, comment aussi se comporter devant ce genre d'événement-là. Oui, absolument. Puis, tu sais, nous, on représente l'ensemble des organismes au Québec, donc on a un lien vers chacun des organismes régionaux. Il n'y en a pas dans toutes les régions. Là, Il y a une iniquité par rapport à ça, mais ça, c'est un autre dossier. Mais il reste que on peut voir les services qui sont offerts là au Québec. Très bien. Stéphanie Leduc, un gros merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.